Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat et de reportage. On est ensemble tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat pour donner du sens à l'actualité. Et voici le sommaire de ce 14 février. Robert Badinter au Panthéon. Le président de la République a annoncé sa décision d'y faire entrer l'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand. Un hommage national pour un géant du siècle. Robert Badinter. La République, fait homme. La vie contre la mort. Cette vie portée jusqu'à son dernier souffle. Cette vie, la sienne, qui en changea tant d'autres, qui en inspira tant d'autres, qui en éclaira tant d'autres, lucides sur la chance qu'ils eurent de croiser un jour ce géant du siècle. Depuis ce matin, Public Sénat rend également hommage à Robert Badinter. Et dans cette émission, vous allez revivre les grandes heures de sa vie, l'abolition de la peine de mort qui s'est décidée ici au Sénat, mais aussi d'autres facettes du personnage, l'écrivain, l'amoureux des livres et aussi le passionné d'histoire judiciaire, vous verrez. Et puis pour notre second débat, volontairement décalé de l'actualité du jour, direction l'Allemagne qui voit ressurgir le spectre de l'extrême droite et du racisme décomplexé. La révélation d'une réunion secrète entre milieux politiques et économiques pour planifier l'expulsion de millions d'étrangers ou d'Allemands d'origine étrangère a servi d'électrochoc et provoqué des manifestations dans tout le pays. L'Allemagne face aux démons de son passé, ce sera dans 3 quarts d'heure. L'extrême droite, justement, il l'a combattu toute sa vie. Robert Badinter recevait ce matin l'hommage de la nation. Jérôme Rabier. C'est par la porte du ministère de la Justice, place Vendôme à Paris, que le cercueil de Robert Badinter est arrivé pour la cérémonie d'hommage national. Un ministère à la tête duquel il a laissé une empreinte immense. Lui, le père de l'abolition de la peine de mort, qui avait auparavant, dans ses fonctions d'avocat, défendu les pires criminels, mais acquis la conviction que personne ne méritait la mort. Un combat d'une vie, salué par le président de la République. Une idée simple gouverna désormais la vie de Robert Badinter. Pour ne pas perdre foi en l'homme, il ne faut pas tuer les hommes, fussent-ils les pires coupables. Il était devenu avocat par amour du droit et pour gagner sa vie, il sera l'avocat pour toujours de cette cause, l'abolition. Mais au-delà de l'abolition de la peine de mort, Emmanuel Macron a salué un géant du siècle, engagé sur bien d'autres combats, humaniste, universaliste, luttant toujours contre les extrêmes. Un exemple qu'Emmanuel Macron a promis de suivre au moment où l'oubli et la haine peuvent ressurgir. Alors nous faisons aujourd'hui le serment, je fais le serment, d'être fidèle à votre enseignement et votre engagement. Fidèle. Et vous pourrez écouter nos voix couvrir celles des antisémites, des négationnistes, comme votre voix couvrait la leur, les réduisait au silence. Devant la famille de Robert Badinter, des politiques nombreux et une foule d'anonymes, le président de la République a conclu son discours en engageant ce que beaucoup attendaient, la future entrée de l'emblématique garde des Sceaux au Panthéon. Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France et vous attendent au Panthéon. Robert Badinter aura donc bientôt droit à d'autres hommages, lui qui avait de son vivant refusé toutes les décorations officielles, laissant les autres parler de l'héritage qu'il a laissé dans toutes les institutions qu'il a servies. Public Sénat rend hommage à Robert Badinter. Notre journée spéciale continue. Je vous présente mes invités. Denis Salas, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes magistrat, président de l'Association française pour l'histoire de la justice qui a été créée par Robert Badinter. Sophie Coignard, bonsoir. Et bienvenue, journaliste, éditorialiste politique au Point. Vous publiez La tyrannie de la médiocrité, pourquoi il faut sauver le mérite, cette édition de l'Observatoire. Anne-Charlène Bézina, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes constitutionnaliste et vous avez travaillé avec Robert Badinter ici même cet honneur. Au Sénat.
avec nous en duplex Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux. Bonsoir, vous êtes professeur de droit public à l'université de Bretagne occidentale de Brest et Quimper. Évidemment, Émilie Zapalski, éditorialiste politique. Bonsoir Émilie, est à mes côtés. Dans son hommage, on l'a entendu, le président de la République a qualifié Robert Badinter de géant du siècle. Denis Salas, pourquoi méritait-il ce qualificatif ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a construit aussi cette image au long de sa vie par ses écrits, par son engagement, par la force de sa conviction, par ses moments de militance politique qu'il a conduits autour de sa vie, et puis surtout parce qu'il a transmis aux générations suivantes cette passion de la justice qui était la sienne. Et c'est toujours, quand on entrait dans son bureau, un vrai plaisir de le voir nous présenter l'ensemble des textes qui ont jalonné en quelque sorte son parcours, et notamment, au premier degré, effectivement, la représentation, le facsimilé de la loi d'abolition de la peine de mort de septembre 81. Et on va évidemment y consacrer un chapitre important. Sophie Coignard, le président de la République l'a annoncé. C'est pas tout à fait une surprise, l'entrée prévue de Robert Badinter au Panthéon. Qu'est-ce que vous retenez ? Alors, je vous ai demandé aux uns et aux autres de choisir des dates, des images pour caractériser la vie de Robert Badinter. On y viendra un peu plus tard, mais vous, d'une manière générale, qu'est-ce que vous retenez de son parcours ? Politiquement, qu'est-ce qui vous frappe ? Oui, politiquement, une magnifique constance, une détermination absolument incroyable et une capacité à occuper et à incarner les hauts postes de la République absolument incroyable. Je me disais, voilà, Robert Badinter, et ça n'est pas faire offense à ceux qui lui ont succédé, mais à chaque fois on avait l'impression qu'on descendait plusieurs marches. Quand il quitte la chancellerie, il est remplacé par Michel Crépeau. Michel Crépeau, homme politique honorable. Mais bon, beaucoup de magistrats... De toute façon, c'est difficile de passer après un géant du siècle, pour reprendre l'expression du président de la République. Comme un trou d'air. Oui. Et après, au Conseil constitutionnel, où quand même il a laissé une trace, me semble-t-il, absolument immense, il est remplacé par Roland Dumas. Roland Dumas, personnage tout à fait romanesque du XXe siècle. Mais deux avocats, la face sombre et la face claire de François Mitterrand. J'ai cru entendre ça en relisant quelques archives. Vous vous souvenez de la blague qui circulait à gauche, qui était que Mitterrand avait deux avocats. C'est ça. Badinter pour le droit et Dumas pour le tordu. C'était ça la bonne expression. Merci beaucoup. Vous êtes beaucoup plus précise que moi. Anne-Charline Bézina, on va faire appel à vos souvenirs. Et pardon, parce qu'il y a une part d'histoire un peu personnelle que je vais vous demander de raconter. Mais vous avez travaillé donc avec Robert Badinter quand vous étiez toute jeune et doctorante ici au Sénat. D'abord, quel âge aviez-vous ? Et puis, qu'est-ce qui vous avait frappé aussi, évidemment, du personnage à l'époque ? Alors, j'avais 19 ans. Comment on peut être doctorante à 19 ans ? Oui, en effet, c'était ma particularité, ce qui a intrigué justement le président Badinter, et qui m'a dit « je veux rencontrer l'oiseau » en parlant de moi. Donc bon, c'était une première rencontre déjà très détonnante, quelqu'un de très humain, qui aimait l'humain justement, et donc il avait eu envie de faire la connaissance avant tout intellectuel. On a discuté très longtemps, et je me rappelle aussi si je devais garder un mot de Robert Badinter, je dirais le mot passion. Voilà, parce que c'était quelqu'un qui incarnait cette passion. Il était ardent. Du premier jour où je l'ai rencontré au dernier jour où je l'ai vu, c'est vraiment quelqu'un qui brûlait pour la sincérité de tous ses combats. Et je me souviens aussi qu'il me trouvait ces termes qu'il avait employés en renversant plusieurs fois mes bouteilles d'eau, d'ailleurs, quand je travaillais avec lui, tellement il tapait du poing sur la table, en disant que j'étais trop passive, justement, que notre génération était bien trop passive face aux atteintes aux libertés, face à tout ce qui pouvait menacer la démocratie. Et donc voilà, si je devais retenir quelque chose de lui, c'est cette idée d'être tout le temps en vigilance sur ce qui peut atteindre les plus belles de nos valeurs. Et c'était vraiment une rencontre qui vous marque jusqu'à la fin des jours. Évidemment. Jean-Jacques Urvoas, racontez-nous peut-être également, je crois que quand vous êtes entré comme ministre de la Justice place Vendôme, ça a été quasiment votre premier invité, c'est ça, Robert Badinter ? Comme vient de le dire Sophie Coignard, quand vous rentrez dans ce bureau et que Robert Badinter y a travaillé, vous ne vous sentez pas à votre place. Et donc moi, j'ai tenu effectivement à ce que Robert Badinter soit parmi les premiers visiteurs que j'ai eus. Et quand il est rentré dans ce bureau,
qu'il reconnaissait pas très bien d'ailleurs, parce que les pièces avaient visiblement changé, et il y était sans doute pas venu beaucoup entre-temps. Je lui ai dit que je trouvais qu'il y avait un de nous deux qui n'était pas à sa place, et c'était pas lui. Qu'il était le garde des Sceaux pour l'éternité, et que c'était important qu'il ait ouvert le chemin, et que notre seule exigence était d'être à la hauteur de ce qu'il avait fait, peut-être évidemment pas dans la marque, mais au moins dans l'intention. Ça veut dire qu'ensuite, ça a été une boussole pour vous, Place Vendôme, mais peut-être à d'autres étapes de votre vie. Non, c'était une référence permanente, y compris du début jusqu'à la fin, quand j'ai été élu député en 2007. Le premier dossier dont je me suis occupé, j'ai volontairement choisi un dossier dont Robert Badinter pilotait le gouvernement au Sénat. C'était la création du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et j'avais tellement peur de ne pas bien faire, puisque Jean-Marc Ayrault, qui présidait le groupe socialiste, m'avait dit « Écoute, tu fais comme tu veux et nous te suivrons ». Et j'avais tellement peur de ne pas bien faire que j'avais volontairement choisi un dossier que Badinter suivait au Sénat. Et j'avais été le voir en lui disant « Mais par exemple, il y avait un débat sur est-ce qu'on donnait le pouvoir d'injonction au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et je lui demandais, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Il me dit, qu'est-ce que j'en pense pas important, c'est qu'est-ce que tu en penses, toi ? Parce que c'est toi qui le fais à l'Assemblée nationale. Et de manière constante, y compris jusqu'à la fin, quand j'ai publié mon bouquin sur l'indépendance de la justice, dans lequel je prenais position contre l'indépendance du parquet, j'avais été le voir préalablement chez lui, rue Guilmeyer, en lui disant, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que je peux écrire là-dessus ? Il m'avait dit, mais il faut évidemment y aller, on ne peut pas avoir un grand inquisiteur, c'est un autre sujet, mais c'était pour moi rassurant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se trompait pas. Alors, je le disais, on va égrener ce débat de vos souvenirs ou des dates que vous avez choisies, mais évidemment, on commence par ce 18 septembre 1981. Robert Badinter vient défendre l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. L'abolition de la peine de mort, 1981. Jonathan Dupriez va nous rejoindre tout de suite parce que on peut sans doute dire, bonsoir Jonathan, que la vraie bataille s'est jouée au Sénat. Et ici, on va revenir ensemble sur cet épisode majeur de notre histoire politique. C'est vrai qu'on a tendance à pas s'en souvenir, Thomas, mais pourtant, c'est bien ici que ça s'est joué. Petit retour en arrière, le 30 septembre 1981, il est 12h50, quand à 161 voix pour, 126 contre, eh bien, le projet de loi qui consacre l'abolition de la peine de mort, porté par le garde des Sceaux Robert Badinter, est voté par la Chambre haute et le texte est adopté dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale qui l'a voté 11 jours plus tôt. On vient d'ailleurs de l'entendre ce jour-là. À l'époque, c'est un coup de tonnerre, parce que le Sénat est à majorité de droite. Et donc, voir la promesse de campagne, l'une des premières promesses de campagne de François Mitterrand votée dans un Sénat de droite, c'est quand même relativement cocasse. Écoutez tout de même le vote entériné au Sénat. Majorité absolue des suffrages exprimés, 144. Pour l'adoption, 161. Contre, 126. Le Sénat a adopté. Voilà, donc l'Assemblée nationale, c'était pas une surprise, mais en revanche, le Sénat, ça a laissé un souvenir, ça a marqué Robert Badinter, parce que c'était vraiment une autre paire de manches, et comme il le rappelait sur notre antenne, au micro de Rebecca Fitoussi, écoutez. Je dois dire, au Sénat que s'est jouée la partie décisive. Les augures m'avaient dit, ce sont des vieilles moustaches, ils vont vous promener, en plus vous êtes dans ce domaine à novice, ils vont vous promener avec des amendements, des peines de substitution, ils vont peut-être vous voter l'abolition, mais ça sera tellement conditionné que vous serez contraint de faire des navettes, ce ne sera pas avant le printemps. Ça n'allait pas du tout. Donc la vraie question, cette fois-ci au Sénat, c'était convaincre. Convaincre, comment s'y est-il pris ? Eh bien, de l'aveu de ceux qui l'ont connu de près, Robert Badinter, il s'y est pris d'une main de maître. 2 jours avant le vote, donc débute la séance publique, et Robert Badinter, il va monter à la tribune du Sénat pour un discours très solennel, beaucoup plus sobre qu'à l'Assemblée nationale. Et il sait qu'il vaut mieux s'avancer à pas de velours à la Haute Assemblée, parce que c'est un hémicycle courtois, mais qui lui est très largement hostile. Et donc, il va lancer aux sénateurs, ce projet n'a rien d'audacieux ni de révolutionnaire, comme pour minimiser l'enjeu de ce texte qui était quand même très important
important. À l'époque, le Sénat veut bien d'une réforme de la peine de mort, mais attention, pas d'une abolition, surtout pas, notamment pour les crimes commis sur des enfants ou alors sur les forces de l'ordre. À l'époque, Edgar Faure, qui est président de la commission des lois, avait lui défendu un amendement en ce sens. Et donc Robert Badinter sent très vite que quelque chose se passe au Palais du Luxembourg, et lors des suspensions de séance, il va arpenter les salons feutrés du Sénat, même la buvette, pour voir que finalement les positions des uns des autres commencent à changer, et il va essayer de retourner les sénateurs un à un, et une fois revenu en séance publique, ce brillant orateur, il va démonter méticuleusement chacun des arguments des sénateurs anti-abolitionnistes et finira par tous les retourner pour faire tomber l'amendement d'Edgar Faure, ce qui va ouvrir la voie à ce vote. Et écoutez-le le 28 septembre 1981 dans l'hémicycle du Sénat. Ça n'est pas, croyez-le, la fin de notre effort. C'est au contraire le début nécessaire d'une nouvelle justice. Donc voilà Thomas, en 3 jours, face à un Sénat hostile, Robert Badinter, il va faire voter l'une des réformes les plus emblématiques de la Ve République, et c'est aussi une forme de tour de force qu'il réussit à faire parce qu'il entérine 2 siècles de débats autour de l'abolition de la peine de mort en 3 jours. Merci beaucoup Jonathan pour toutes ces informations. Alors on ne va pas s'excuser pour la qualité des images. Toutes les archives des années 80 sont d'une qualité désastreuse. Mais ça, c'est pas le plus important. Denis Salas, il faut raconter ce 30 septembre, enfin d'ailleurs avant, cette fin septembre 1981, Robert Badinter, il ne s'assoit pas n'importe où au Sénat. Quel siège choisit-il ? Oui, c'est tout à fait lui, je dirais, dans cette anecdote. Il se met à la place qu'occupait Victor Hugo dans l'hémicycle. Et il nous l'avait dit à plusieurs reprises, je pense qu'il l'a dit à d'autres journalistes, il met sa main sur la plaque commémorative de Hugo, au moment même où le vote s'affiche à l'écran de l'Assemblée du Sénat. Donc il y a une sorte il est dans communion avec Hugo à ce moment-là, et c'est une sorte de filiation qui se met en place. Et à mon avis d'ailleurs, quand vous évoquez tout à l'heure le débat parlementaire au Sénat, je pense que l'argument qu'il a emporté, c'est cette filiation intellectuelle des abolitionnistes. Il a repris Beccaria, il a repris Victor Hugo, il a repris Camus, il a repris Jaurès. Toute cette grande filiation des intellectuels, il a mobilisé dans un argumentaire qu'il avait déjà sollicité François Mitterrand, il a repris pour les parlementaires, et tout cela, en quelque sorte, ce travail intellectuel a nourri la réflexion parlementaire et a permis de les orienter vers l'abolition, qui n'était pas acquise au départ, toute tendance politique mise à part. C'était la conviction de chacun qui l'a sollicité en la nourrissant d'un argumentaire abolitionniste déjà éprouvé quand il avait convaincu Mitterrand et qu'il a confirmé devant ses parlementaires. Sophie Cognard, il faut se souvenir, effectivement, à l'Assemblée nationale, Jacques Chirac, qui était maire de Paris et qui était le chef de l'opposition, avait voté l'abolition de la peine de mort. Donc est-ce que ça transcendait les clivages politiques ? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas ? Oui, c'est le propre d'ailleurs d'un géant. Ouais. C'est de convaincre au-delà des clivages politiques. Et on a quand même le souvenir de ce discours. C'est un discours qui est encore aujourd'hui enseigné dans les écoles. Et c'est heureux parce qu'on est dans une époque où on a grand besoin de ce genre de paroles. Et je crois qu'effectivement, les humanistes, fussent-ils de droite, étaient convaincus par la parole de Robert Badinter. Et alors, Jean-Jacques Urvoas, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, c'est un ancien ministre de François Mitterrand et ancien secrétaire général de l'Élysée qui me l'a raconté. Pierre Jox, qui était à l'époque, alors là on est à l'Assemblée, on n'est pas au Sénat, mais Pierre Jox était le président du groupe socialiste à l'Assemblée. Ça n'a pas été si simple de convaincre tous les députés socialistes de voter cette abolition. Jean-Jacques Urvoas. Ma réaction, je ne le savais pas. Ah, vous ne le savez pas Non, je ne le savais pas. Ça figurait dans les engagements, dans les 110 propositions de François Mitterrand. Il l'avait annoncé sur un plateau de télévision. Je ne savais pas, il n'y a d'ailleurs pas de raison que les socialistes soient différents de la population. Ouais. Il les représentait. La population à l'époque était favorable à la peine de mort. Il me semble même qu'elle est toujours favorable à la peine de mort. Mais c'est aussi la pugnacité de Robert Badinter et puis les convictions de François Mitterrand d'emporter et que les parlementaires socialistes dans cette affaire se soient montés disciplinés et plutôt à leur honneur. Alors je vous ai donc demandé aux uns et aux autres de choisir d'autres dates
marquante. Jean-Jacques Urvoas et Anne-Charline Bézina, vous avez tous les deux cité ce 16 juillet 1992, commémoration de la rafle du Veldiv. Une partie de l'assistance siffle « U ». François Mitterrand, Robert Badinter ne retient pas sa colère. Regardez. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne des frissons de revoir cet extrait, Anne-Charline Bézina. Je suis encore saisie. Évidemment, je retrouve la vérité. On a parlé tout à l'heure de la transcendance politique. Je pense que vraiment, quand on parle de Robert Badinter, on peut évidemment parler de sa couleur politique, mais ce serait vraiment... Ne pas garder son héritage complètement intègre, que de l'associer finalement à une couleur. Puisque je crois vraiment que ce qui a fait son panache, c'est la sincérité de tous ses engagements. Et on le sent dans cette voie-là. Je pense qu'il était incapable de défendre un dossier auquel il ne croyait pas. Et cette idée qu'il puisse arriver à retourner, comme on l'a dit plusieurs fois, des parlementaires par rapport à sa propre conviction ne m'étonne absolument guère. Parce que justement, tout est affaire de vérité dans ses combats. L'idée qu'il puisse à ce moment-là apparaître trop véhément lui est complètement étranger. C'est-à-dire que c'est son cœur qui parle, et c'était la vérité de chacun de ses engagements législatifs, universitaires, parlementaires, extra-parlementaires. Voilà. L'idée, c'est toujours pour lui de défendre une idéologie, une passion. Et je trouve que dans ce moment-là, l'histoire parle, mais on sent que c'est l'homme, en réalité, qui a pris le dessus. Et voilà, ça faisait complètement partie de lui. C'était un homme qui vivait chacun de ses combats. Ouais, Jean-Jacques Urvoas va nous raconter dans un instant pourquoi il a choisi cet extrait. Émilie, vous vouliez nous dire un mot ? Sur la personnalité politique, c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, on a besoin de ça, de personnalités qui font des beaux discours, mais lui, il est un mélange de plein de choses, c'est-à-dire qu'il est à la fois très autoritaire, quand on le voit, on a l'impression de quelqu'un presque conservateur, on a presque l'impression, voilà, que les choses sont bien rangées, et tout d'un coup, il y a des colères, et tout d'un coup, il vous dit, soyez pionnière, il faut de l'audace. Il y a une espèce de couleur, de multiples couleurs dans cette personnalité, qui pose quelque chose avec en plus des convictions, qui est de l'ordre de l'intérêt général, et je trouve que ça, c'est défendu quoi qu'il en soit, et ça, je trouve qu'on le perd au fur et à mesure, à la fois toutes ces facettes que les responsables politiques n'ont pas toujours, que ça soit l'autorité, les discours, cette façon aussi d'être enthousiaste et parfois un peu trop, mais ça reste tout à fait audible, hein, ça, même si ça donne les frissons, ben on entend sa colère, elle est utile. Et puis au bout du bout, c'est l'intérêt général, même si c'était sa conviction profonde, il sert à l'intérêt commun. Et j'ai l'impression que quelque part, on perd un petit peu ça dans les têtes des responsables politiques, que ce soit hommes ou femmes. Robert Badinter, donc, qui dit sa colère ce 16 juillet 1992. Jean-Jacques Urvoas, cette archive, qu'est-ce qu'elle dit pour vous de l'ancien garde des Sceaux ? Eh bien justement, les discours de Robert Badinter dont on a parlé jusqu'à présent étaient des discours réfléchis. Ils avaient été construits, en l'occurrence celui sur la peine de mort, il l'a écrit dans le Finistère, écrit dans une maison que lui avait prêtée Paul Guimard, où il était venu réfléchir avec Benoît Groult. Et donc, tous les mots avaient été pensés pour qu'ils soient efficaces. Mais ce moment du 16 juillet, c'est spontané. Et c'est ça qui est rassurant chez Robert Badinter. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, ça a toujours été une boussole parce qu'il sent ce qui est en train de se passer. Il n'admet pas que l'on transforme ce lieu de souvenir en lieu de manifestation médiocre. C'est pas François Mitterrand qu'il défend dans cette affaire, c'est l'honneur de ceux qui sont là et qui sont morts là. Comme il le dit, les morts appellent le silence. Donc, je ne demande aucun applaudissement, taisez-vous. Et donc, c'est à la fois la force du verbe, c'est aussi le sens de l'instant, et c'est la conscience de l'histoire. Et c'est ramassé dans cette exigence spontanée qu'il manifeste. Et c'est vrai que moi, je l'ai diffusé ce matin à mes étudiants de première année en droit constitutionnel en leur disant que s'ils devaient se garder une image de quelqu'un qui ne leur parle pas en vérité aujourd'hui, c'était ce Badinter-là qu'il fallait qu'ils apprennent et qu'ils lisent. Denis Salas, est-ce qu'il est toujours resté avocat, et même dans sa façon de faire de la politique, d'après vous ?
Je pense que la formation d'avocat, la pratique du métier d'avocat, la confrontation avec la douleur humaine, que ce soit celle des victimes et celle des accusés, des auteurs, a été centrale dans son amour, presque dire, de la justice, sa passion pour la justice. Il a toujours véhiculé cette sensibilité à l'égard d'autrui. Et je trouve d'ailleurs que c'est tout à fait significatif que quand il a été garde des Sceaux, alors que rien ne permettait de le présager, il a eu tout de suite le sentiment qu'on n'en faisait pas assez à l'égard des victimes, et il a créé un service d'aide aux victimes ex nihilo, à partir de rien, qui a surpris tout le monde d'ailleurs à l'époque, et qui a permis enfin d'offrir un espace de réparation et de reconnaissance aux victimes. Et quand on voit aujourd'hui l'importance qu'ont les victimes dans les procès du terrorisme, plus de 2000 personnes ont témoigné dans ces procès, au procès du Bataclan notamment, on mesure le rôle séminal qu'il a eu dans ce domaine-là. Donc ça me paraît un des points importants. Son enracinement dans la passion de la justice vient de son expérience concrète d'avocat au début de sa carrière. Robert Badinter qui s'est battu toute sa vie contre les extrêmes, qui a défendu notre démocratie au point d'être menacé. Emmanuel Macron l'a rappelé ce matin lors de l'hommage national Place Vendôme. La vie, sa vie menacée, son honneur bafoué parce qu'il fut pendant 5 ans le ministre le plus attaqué de France, cible d'une haine dont l'écho résonne encore dans cette place Vendôme. Mes chers compatriotes, tout à l'heure, vous l'avez applaudi, dans cette même place où alors des voix de haine s'élevaient pour l'attaquer en raison de cette abolition. Émilie, Robert Badinter a été toujours la cible de l'extrême droite. Oui, l'extrême droite ne supportait pas le supposé laxisme du ministre qu'elle avait surnommé l'avocat des assassins. L'abolition de la peine de mort est au cœur de leur critique, évidemment, et même après la loi, l'extrême droite continue à montrer son opposition. En juin 1983, après le meurtre de 2 policiers par des cambrioleurs qui avaient été pris en flagrant délit, une centaine de policiers se rassemblent et défilent sous les fenêtres du ministre, place Vendôme. Jean-Marie Le Pen se joint à la manifestation et tous défilent au cri de Badinter assassin, Badinter au poteau. Et à chaque fait divers, c'est la même chose, l'extrême droite le couvre d'insultes. Et est-ce que depuis 1983, évidemment, ça a évolué? Comment les positions de l'extrême droite vis-à-vis de Robert Badinter ont évolué? Eh bien, ça a évolué vis-à-vis de la peine de mort, mais ça reste très ambigu. Ouais. Côté Front National, 2012, Marine Le Pen propose l'idée d'un référendum sur le rétablissement de la peine de mort. 2012. Elle y renonce en 2017 et en 2022, prétextant que le vote serait inconstitutionnel. Le parti, devenu entre-temps Rassemblement National, défend maintenant l'idée de la perpétuité réelle. Quelques jours après la mort de Robert Badinter, c'est Jordan Bardella, le président du parti, qui précise cette position. « Je suis opposé à la peine de mort », insiste-t-il sur France Info le 12 février, mais je suis favorable à ce qu'on instaure dans le droit la perpétuité réelle. Pour lui, cela ferait office de peine capitale. Alors c'est une déclaration qui, entre parenthèses, lui a valu les railleries de l'actuel ministre de la Justice, qui lui a dit « c'est déjà inscrit dans le droit français, ça a été infligé aux terroristes des attentats du 13 novembre. » Et pour le parti Reconquête, Éric Zemmour? Alors la prudence est de mise. Durant sa campagne pour la présidentielle 2022, Éric Zemmour précise qu'il ne pense pas qu'on ait bien fait de l'abolir et qu'il est philosophiquement pour, mais il se garde bien de mettre la mesure dans son programme. Marion Maréchal avait quant à elle fait savoir très tôt, elle était alors députée Front National, elle avait dit qu'elle préférerait la perpétuité réelle à la peine capitale, peut-être l'effet générationnel si on en croit avec l'effet Bardella aussi. Tous les deux sont nés plusieurs années après l'abolition. Mais ni ces revirements, ni les messages laconiques, il faut dire, qui ont été publiés par ses responsables à la suite de la mort de l'ancien ministre, n'ont semblé convaincre la famille Badinter, qui a demandé à ce que le Rassemblement National ne participe pas à la cérémonie d'aujourd'hui. Oui, le Rassemblement National et la France Insoumise aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors oui, je parlais de l'extrême droite. Bien sûr, bien sûr. Non, mais on va en parler, même si ça ne me semble pas être le plus important aujourd'hui. Mais derrière ces combats, Sophie Coignard, qu'est-ce que vous retenez, vous? Le défenseur de la démocratie, finalement, c'est ce que nous disait Anne-Charlène tout à l'heure, quand vous nous racontiez ces premiers souvenirs au Sénat, ce sentiment que finalement... Les grands principes de notre démocratie, les grandes libertés ne sont pas forcément garanties, qu'il faut toujours se battre pour elles. C'est ça, Robert Badinter, aussi? Absolument. Et je crois qu'il a toujours eu cela présent à l'esprit. Quand on lit ou relit le livre de Robert Badinter, c'est omniprésent dans ses livres.
mais ce qui est omniprésent aussi, c'est la... Comment dirais-je, moi j'ai été très très marquée par le livre qu'il a écrit avec Elisabeth Badinter sur Condorcet, qui était un intellectuel et un politique. Et qui est un livre qui me paraît absolument déterminant pour comprendre l'esprit des Lumières, pour comprendre ce qui peut aujourd'hui encore, comment dirais-je, apporter à l'école, à la cohésion nationale, etc. Et tout cela, bah oui, c'est assez menacé aujourd'hui, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, le président de la République, j'ai trouvé l'a très bien dit, cette concomitance entre la disparition de Robert Badinter et ce moment qui est un moment où, plus que jamais, la défense inconditionnelle de l'humanisme est fondamentale. Et donc, effectivement, Robert Badinter, comme vous l'avez rappelé, a été pendant de nombreuses années, avant de devenir un héros consensuel, a été quelqu'un d'attaqué, mais au-delà du raisonnable. Il raconte, je crois que c'est dans un de ses livres de souvenirs qui s'appelle « Les épines et les roses », il raconte que quand même le général Bijard avait dit et écrit en Allemagne, ils ont la bande à Bader, nous on a la bande à Badinter, pour vous donner quand même une idée comment dirais-je, des comparaisons délirantes qui étaient faites par une certaine droite, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, à cela, interrogé par un journaliste sur cette insensée citation de Bijard, qui était très content de sa trouvaille, Badinter avait répondu « Bijard rimera toujours avec connard », ce qui prouve qu'il avait un sens de la concision qui l'honorait. Oui, il savait faire des longs discours, on a bien compris. Le rassemblement. Alors, on va faire un peu d'actualité politique, parce qu'il y a eu aussi, effectivement, lié à cet hommage national, voilà, ce souhait exprimé par la famille que le Rassemblement national, mais également LFI, la France Insoumise, ne soit pas représenté. Le RN a respecté la demande, pas LFI. Le parti de Jean-Luc Mélenchon a envoyé Caroline Fiat et Éric Coquerel sur place. La lutte contre l'islamo-gauchisme, je pense qu'il faut en dire un mot, Anne-Charlène Bézina, parce que c'est un combat peut-être des Badinter, Elisabeth et Robert. Je crois que c'est important de dire que, au fond, les Badinter sont une identité encore différente de celle de Robert, mais ça me paraît totalement cohérent aujourd'hui que cette demande ait été faite. Alors, on a ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui nous parle d'unité nationale, d'hommage national. N'oublions pas quand même qu'on est sur la base d'une cérémonie qui est avant tout privée aussi. Donc, il y a cette volonté de la famille, et puis voilà, cette idée, au fond, que l'universalisme, l'humanisme font partie des choses sur lesquelles il ne pouvait pas transiger. Et je pense aujourd'hui que l'idée qu'on puisse revenir sur ce message aurait profondément heurté la famille, et que c'est ça, en fait, qui se trouve derrière cette revendication. Donc, revendiquer ça sur l'idée d'un universalisme, je pense que c'est vraiment mal comprendre, finalement, la démarche du couple. Mais je ne crois pas qu'il y a forcément de démarche d'exclusion là-dedans. C'est vraiment une idéologie qui se trouve derrière. C'est-à-dire cette idée que ils avaient, pour Elisabeth c'est encore le cas, un certain sens de l'unité de la nation autour de valeurs qui pour eux étaient bien antérieures à leur naissance à tous les deux. Leur amour des Lumières est réel, et pour eux... Et qui ne peuvent pas être incarnés par ces deux partis. Par cette idée, en tout cas, c'était quelque chose auquel ils tenaient beaucoup, qu'on ne puisse pas être dressés les uns contre les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils estimaient pas toujours aujourd'hui représenté dans la politique nationale. Je pense que l'état de notre Assemblée nationale aujourd'hui était quelque chose qui affligeait profondément le sénateur Badinter, parce que c'était quelque chose contre lequel il s'était battu toute sa vie. L'idée qu'on puisse quand même arriver à travailler, arriver à trouver des terrains d'entente, c'est quelque chose sur lesquels ils étaient intransigeants. Jean-Jacques Urvoas, votre avis là-dessus, est-ce que c'est un message politique posthume que nous envoie Robert Badinter en demandant finalement que ces deux partis, Rassemblement national et LFI, ne soient pas représentés lors de cet hommage ? Ou je me garderais bien de parler sur ce que pouvait imaginer la famille Badinter. Moi, d'ailleurs, je trouve que le comportement de LFI est indigne dans cette affaire. On ne vient pas dans les endroits où on n'est pas invité. Et quand on fait valoir publiquement le fait qu'on ne souhaite pas la présence de quelqu'un, le moindre de la courtoisie est de respecter. S'ils ont envie de rendre hommage à Robert Badinter, ils peuvent le faire dans bien des endroits. Dans ce moment-là, à cet endroit-là, si Madame Badinter ne souhaitait pas la présence de LFI, il fallait évidemment ne pas y aller. Après, vous savez,
Robert Badinter, je ne l'ai jamais entendu parler de politique politicienne. C'est quelqu'un qui ne s'intéressait absolument pas au parti. Même s'il a été longtemps adhérent à la Convention des institutions républicaines ou au Parti socialiste, c'était pas son champ d'action. Il le mettait au-dessus. Et donc oui, moi je l'ai beaucoup entendu parler de la République, une République combattante, pas une République, comment dirais-je, informe. C'est quelqu'un. Aujourd'hui, on met ce mot à toutes les sauces, mais quand il était dans la bouche de Robert Badinter, c'était une république de valeurs, une république de combat. Le droit, pour lui, n'était pas une finalité, c'était juste un moyen qu'il mettait au service de convictions. Allez, il nous reste une dizaine de minutes dans ce débat et comme promis, on va picorer, si j'ose dire, certains de vos souvenirs. Alors, il était, je l'ai dit en titre, passionné d'histoire judiciaire, Robert Badinter. Il a donc créé l'Association française pour l'histoire de la justice que vous présidez aujourd'hui. Et alors, il faut que vous nous racontiez ça, Denis Salas. Cette association n'aurait pas vu le jour sans un certain Landru. Quel rapport avec l'un de nos pires criminels? C'est une colère de Robert Badinter dont je me souviens. Il garde des sceaux, passionné d'histoire et en même temps plongé dans l'action politique, mais en même temps aussi dans l'histoire. Il doit faire une conférence sur le crime et évidemment il pense à Landru. Et il s'interroge et il demande à ses services, mais sortez-moi le dossier, tout simplement. Oui. Et il dit, il n'y a pas de dossier de Landru dans le ministère de la Justice. Alors il est sidéré de voir ce ministère sans mémoire, sans histoire, sans souci de son patrimoine, tout simplement. Et à ce moment-là, il décide, avec son équipe, de créer une association d'histoire de la justice qui va effectivement prendre soin de ce patrimoine et qui va recueillir des témoignages, recueillir des dossiers, etc., pour effectivement travailler cette question de la mémoire longue, qui lui était très chère. Parce que j'ai toujours remarqué chez lui à quel point l'action politique était liée à une temporalité longue. C'est-à-dire qu'il pouvait effectivement, quand la peine de mort, il pensait à la peine de mort, mais il pensait aussi à Jaurès, au discours de Jaurès abolitionniste. Et il disait, je me situe dans cette filiation longue, et c'est ça qui me donne ma légitimité à parler de cette action aujourd'hui. Donc l'action politique, la conviction et la mémoire, je dirais, de la transmission, chez lui étaient étroitement liées, et on ne comprend pas Badinter si on ne comprend pas cette alliance des temporalités qui fait sa force de conviction que vous avez signalée tout à l'heure. Sophie Coignard, vous avez parlé de l'un de ses livres. C'était un écrivain, un grand auteur pour vous? Ah oui. Ah ouais. Avec une, comment dirais-je, avec une palette extraordinaire. Il se trouve que je n'ai pas lu son théâtre, mais il a écrit du théâtre, il a écrit un livret d'opéra, il a donc écrit des essais absolument marquants, comme j'en ai parlé. Il a écrit un livre sur sa grand-mère que je conseille. C'est une œuvre littéraire. Enfin, c'est pas un simple livre de souvenirs, ils disent, et dans lequel il raconte. Enfin, c'est un livre absolument merveilleux dans lequel il raconte à la fois une histoire familiale, dans laquelle il rend hommage à cette femme, et dans lequel il raconte la vie d'un enfant, d'une famille, pour qui la France et la République, donc qui venait de ce qui serait aujourd'hui la Moldavie, pour laquelle la République et la France étaient tout, et il rend hommage à l'instituteur, M. Martin, l'instituteur de sa maman, etc. C'est un livre absolument formidable. Je ne sais pas comment vous le vantez davantage. Vous nous donnez vraiment très très bien envie de le lire, évidemment. Denis Salas, la bibliothèque tenait une place majeure chez Robert Badinter, chez les Badinter. On ne peut pas entrer chez les Badinter sans avoir la visite de sa bibliothèque et de ses livres, qui sont très nombreux, et de ses archives. Alors, on a droit au facsimilé du J'accuse de l'aurore de Zola, tous les textes de la Convention. Il avait une passion pour la Révolution française, et notamment pour les textes de la Convention. Et il nous comparait toujours les signatures de Robespierre et de Danton, en montrant le côté fermé et concentré de la signature de Robespierre et le côté exalté de la signature dithyrambique de Danton. Bon, une passion pour la Révolution française, pour les archives, et il s'en nourrissait et il se disait collectionneur de ces documents, qui lui donnaient une sorte de passion pour ces questions, pour cette question archivistique qu'il a toujours poursuivie tout au long de sa vie. Jean-Jacques Urvoas, vous y êtes allé plusieurs fois, évidemment, chez Robert Badinter. Et dans cette bibliothèque, quels souvenirs vous en gardez ? C'est bizarre, mais c'est pas le lieu,
c'est la manière bienveillante qu'il avait vis-à-vis de ses invités. Parce que j'imagine que ceux qui, comme moi, ont eu la chance d'y aller plusieurs fois, on était naturellement intimidés. On rencontrait l'histoire. Moi, je n'ai jamais rencontré Robert Badinter sans avoir préparé. Je voulais que chaque instant que j'allais passer en sa compagnie soit utile à la fonction que j'occupais, que ce soit à la présidence de la commission des lois de l'Assemblée ou à la chancellerie. Et je voyais face à moi quelqu'un qui était attentif, qui était entouré des objets qui n'étaient pas clinquants, c'est-à-dire qu'il ne démontrait rien. C'était un lieu pour lui de travail à l'évidence. Il était attablé de manière extrêmement précautionneuse, comme s'il ne voulait pas bousculer ce qui était autour de lui, et pour en tirer la quintessence de l'utilité pour laisser la trace dans la transmission, dans une manière de dire nous dépassons les objets parce que les idées au fond ne vieillissent pas. Et donc l'image que j'ai, c'est de cet homme attentif, exigeant, bienveillant, disponible, contrairement à ce que l'on imaginait, mais qui en même temps vous regardez avec des yeux qui vous transperçaient, et face à lui, vous ne voyez plus ce qui était autour, vous ne voyez que lui, et vous aviez envie évidemment de vous en nourrir. On va terminer ce débat en parlant du rôle de sénateur. Il a été sénateur pendant près de 16 ans, Robert Badinter. Et je vous propose une archive, c'est vous qui nous l'avez rappelé, Anne-Charlène Bézina. On est en janvier 2008, dans l'hémicycle du Sénat. Rachida Dati veut une rétention de sûreté pour les détenus dangereux après leur peine. Et Robert Badinter s'y oppose avec ces termes. L'homme dangereux va remplacer l'homme coupable devant notre justice. Que devient, mes chers collègues, dans ce système nouveau, le principe premier de toute justice, celui de la présomption d'innocence? L'homme dangereux va remplacer l'homme coupable. Anne-Charlène Bézina, ce discours c'est un discours de janvier 2008. Là aussi, on revient à cette notion de grand principe, finalement. Il s'appuyait toujours sur ces grands principes. C'est vrai que je tenais beaucoup à ce discours pour en avoir beaucoup parlé avec lui, parce que c'est vrai que on se rendait compte de l'actualité de son combat. L'abolition, d'ailleurs, c'était quelque chose qui, tant que, au fond, cette mondialité de cette abolition n'existait pas, était pour lui encore un peu pas totalement terminé. Et pour lui, le combat pour le droit pénal et les droits fondamentaux des citoyens était de toute façon toujours très actuel. Des lois comme celle-ci, la notion de dangerosité, tout ce qui pouvait en fait être dans le répressif sans être dans forcément l'intelligence des notions lui faisait très peur. Et justement, à nouveau, ce devoir de vigilance dont il nous parlait, l'idée de la précision, il était aussi très bon constitutionnaliste, évidemment. C'est aussi pour ça qu'on aimait parler ensemble. Mais cette idée de revenir au principe premier. Voilà, on a parlé de son amour de la Révolution, mais pour lui, le droit, c'était une énorme continuité entre 1789 et aujourd'hui. Et je crois qu'il aimait vraiment cette idée qu'on puisse le faire vivre encore aujourd'hui dans son histoire. Justement, de son passage au Conseil constitutionnel, qu'est-ce que vous retenez peut-être? C'est difficile toujours de faire ressortir un élément plus qu'un autre. Alors, on a même un ouvrage de Dominique Rousseau qui s'appelle La doctrine Badinter. Donc, c'est vous dire, on a un peu eu avec lui ce style qu'avait la cour Rehnquist, etc. aux États-Unis, parce que lui, il a permis la contradiction au Conseil constitutionnel. Il a permis il travaillait avec son secrétaire général, qui était Bruno Genevoix. C'était un peu ce duo qui a permis ce qu'on appelle la juridictionnalisation de ce Conseil. C'est à lui qu'il doit ses lettres de noblesse, l'idée qu'il devienne une véritable justice. Encore en 2008, il était très fâché qu'on n'ait pas pu acquérir le titre de Cour constitutionnelle pour ce Conseil, mais c'est à lui qu'on doit aujourd'hui notre question prioritaire de constitutionnalité. C'est lui qui en est l'auteur originel dans les années 90. C'est à lui qu'on doit le recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, au fond, tout le combat pour les droits fondamentaux, il l'a amené au Conseil constitutionnel et il l'amenait partout avec lui. Allez, je voudrais terminer par un autre témoignage, celui du président du Sénat, Gérard Larcher, qui se souvient de la vision de Robert Badinter du rôle du Parlement. Écoutez. J'ai siégé avec lui pendant 15 ans au Sénat. Bien sûr, comme tous, nous avons le grand souvenir de l'abolition de la peine de mort. Et puis, Robert Badinter, c'est l'homme qui... dans son dernier discours au Sénat, j'étais président du Sénat, a défini son regard sur le Parlement. Le Parlement, il n'est pas là, disait-il, uniquement pour exprimer les passions de l'opinion, mais quelque part pour éclairer l'avenir. C'était même son terme, j'éclaire l'avenir. Eh bien, je crois que c'est une leçon pour les parlementaires que nous sommes.
Allez, une réaction peut-être rapide, Sophie Coignard, ce que ça nous dit des politiques d'aujourd'hui quand même. Ne pas toujours céder aux passions, à l'émotion, le temps long dont on parlait. Et au sondage. Ben oui. Donc effectivement, c'est une comment dirais-je, c'est une vision de la politique qui est ancrée dans l'histoire. Et quoi d'autre? Bon, peut-être que ça nous manque un peu. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette émission Public Sénat qui continue de rendre hommage à Robert Badinter. Ce samedi 22h30, Mathieu Croissando vous proposera Il était une loi quand le Sénat a écrit l'histoire, où il reviendra justement sur l'abolition de la peine de mort, 30 septembre 1981. Et puis le 2 mars prochain, notez également 21h, on vous propose un film, un téléfilm en 2 parties, l'abolition avec Charles Berling dans le rôle du garde des Sceaux, dans le rôle de Robert Badinter. Très bon téléfilm. Merci encore et à bientôt sur Public Sénat.